Merci de consulter ce programme. Ce module présente la prostatectomie radicale laparoscopique robotisée. La prostatectomie radicale implique l'ablation complète de la prostate et des tissus avoisinants. Elle est indiquée pour le traitement du cancer de la prostate et elle est généralement pratiquée dans le but de guérir ou d'aider à contrôler le cancer avancé de la prostate. L'intervention nommée prostatectomie radicale rétropubienne est réalisée au moyen d'une incision ou coupure pratiquée dans la partie inférieure de l'abdomen. Celle nommée prostatectomie radicale laparoscopique est réalisée au moyen d'un laparoscope. La prostatectomie radicale laparoscopique peut se faire avec ou sans l'aide d'équipements robotisés. La procédure concernant la prostatectomie radicale est expliquée en détail dans un module distinct. Le but d'une prostatectomie radicale est l'ablation de la prostate, des vésicules séminales et des canaux éjaculateurs, comme le montre la ligne pointillée sur la figure de gauche. Une fois que ces tissus ont été complètement retirés, le chirurgien rattache la partie restante de l'urètre à la vessie, comme montré sur la figure de droite. Qui sont les candidats potentiels pour une prostatectomie radicale laparoscopique robotisée? La plupart des patients ayant reçu un diagnostic de cancer localisé et qui sont en bon état de santé générale peuvent être considérés pour la procédure. Par localisé, nous entendons que le chirurgien croit qu'il y a de bonnes chances que le cancer soit limité à la prostate et qu'il ne soit pas propagé aux tissus avoisinants. Cette décision est prise en considérant le taux d'APS du patient, son rapport de biopsie et le stade ou l'étendue de la tumeur déterminée par un toucher rectal. Il y a aussi des patients qui sont considérés comme n'étant pas de bons candidats pour la prostatectomie radicale laparoscopique robotisée, en raison d'une coagulation sanguine anormale incurable, d'une maladie grave au cœur ou au poumon, et dans de rares cas, de graves troubles intestinaux. Les autres patients qui sont considérés comme ayant un risque plus élevé de complications sont les aînés, les personnes atteintes d'obésité sévère et celles ayant un historique de chirurgie abdominale ou pelvienne invasive nombreuse. Ces patients devraient discuter en détail avec leur médecin des risques d'intervention et des options qui s'offrent à eux. Lors de la préparation pour l'intervention chirurgicale, plusieurs tests complémentaires peuvent être requis, comme des tests pour le cœur, les poumons et les intestins. Un électrocardiogramme, ECG, une radiographie pulmonaire et une analyse sanguine seront effectués avant l'intervention chirurgicale. La préparation intestinale, nettoyage, sera faite avant la procédure afin d'éliminer toute matière fécale ou toute sécrétion des intestins. En raison de l'ajout d'air dans la cavité abdominale lors de l'intervention et de son impact sur le cœur et les poumons, certains patients peuvent nécessiter une épreuve d'effort et une exploration fonctionnelle pulmonaire. Il est à noter que la prise d'aspirine ou de produits dérivés de l'aspirine ou toute autre médication pouvant affecter la coagulation sanguine est interdite avant l'intervention chirurgicale. Votre médecin ou votre hôpital vous avisera précisément concernant l'arrêt de certains médicaments et du moment pour les arrêter. Les patients devraient prendre une douche le soir précédant la chirurgie. Il est aussi recommandé d'être à jeun à partir de minuit le soir précédant l'intervention, ou 8 heures avant si la chirurgie est planifiée plus tard dans la journée. Reposez-vous suffisamment les jours précédant la chirurgie, ainsi que le jour même. Veuillez arriver tôt à l'hôpital. Une fois que vous serez dans la salle d'opération, une ligne intraveineuse, ou IV, sera installée, si ce n'est pas déjà fait. Une rachianesthésie, analgésique injectée au niveau lombaire, peut être administrée. Vous serez alors anesthésié par l'anesthésiste et un tube raccord sera inséré. Cela se nomme anesthésie générale. Des dispositifs de compression spéciaux ou des bas de contention seront placés sur vos jambes afin de prévenir la formation de caillots. D'autres tubes et voies de surveillance peuvent être mis en place, y compris une sonde urinaire pour mesurer le débit urinaire et, rarement, un cathéter intra-artériel sera installé dans votre poignet pour surveiller votre pression artérielle. D'autres dispositifs de surveillance peuvent être utilisés pour surveiller votre taux d'oxygène dans le sang, votre température et votre niveau d'anesthésie, entre autres choses. Les médecins et les infirmières vous positionneront soigneusement sur la table d'opération de façon à optimiser la capacité du chirurgien à faire la chirurgie. Pour une prostatectomie radicale laparoscopique robotisée, vous serez couché sur le dos
et la table, là où reposera votre tête, sera inclinée vers le bas. Une fois que vous serez positionné, la peau sera désinfectée avec une solution antibactérienne spéciale et entre 5 à 8 orifices de la grosseur d'un crayon, nommés incisions, seront faits dans l'abdomen par lesquels les instruments spécialisés seront introduits. Après la préparation préopératoire, les patients sont prêts pour l'intervention chirurgicale. La prostatectomie radicale laparoscopique robotisée intègre des instruments chirurgicaux de pointe qui aident votre chirurgien à voir les structures anatomiques vitales plus facilement et à réaliser plus précisément l'intervention chirurgicale. Dès que les instruments chirurgicaux sont introduits dans votre corps, le chirurgien opère à partir d'une console indépendante, comme montré sur l'image, d'où il guide les instruments et procède à l'intervention. Les instruments robotisés n'exécutent aucune fonction par eux-mêmes. Seul le chirurgien les contrôle. Lorsque le chirurgien accède à l'espace chirurgical, la chirurgie se fait suivant 4 étapes principales. Curage ganglionnaire, préservation des nerfs chez certains hommes lorsque c'est approprié et que cela ne met pas en péril l'élimination du cancer, ablation de la prostate, rattacher la partie restante de l'urètre à la vessie. Les nœuds lymphatiques pelviens sont généralement le premier site de drainage si le cancer se propage au-delà de la prostate. Leur ablation fournit de l'information sur l'étendue du cancer et peut aider à son contrôle. Il est important de comprendre qu'un curage ganglionnaire n'est pas nécessaire pour tous les patients et que chaque situation ainsi que les préférences du chirurgien peuvent varier. Une fois le curage ganglionnaire effectué, l'ablation de la prostate est entamée et au début de l'intervention, la chirurgie de préservation des nerfs est effectuée. Au cours du processus, les nerfs caverneux du pénis peuvent être dégagés de la prostate et peuvent être épargnés afin d'éviter un dysfonctionnement érectile. Selon la situation, un côté ou les deux côtés peuvent être épargnés. Cette étape peut prévenir les chances de dysfonctionnement érectile. Cependant, rien n'est garanti, puisque plusieurs facteurs entrent en jeu. Il est important de comprendre que ce ne sont pas tous les hommes qui peuvent être candidats à la chirurgie de préservation des nerfs, et votre chirurgien discutera de cette situation avec vous. À la suite de la chirurgie de préservation des nerfs, la prostate est complètement détachée de l'urètre et de la vessie et est soigneusement séparée du rectum. Le canal déférent est coupé et une partie des vésicules séminales est retirée. Une fois l'ablation de la prostate effectuée, l'ouverture de la vessie, appelée col vésical, doit être rattachée à l'urètre afin de recréer les voies urinaires. Cette étape est effectuée en utilisant un cathéter afin de permettre l'écoulement de l'urine de la vessie pendant la guérison des tissus. Au cours des jours suivant la chirurgie, il est pratique courante de laisser un petit drain dans le bassin afin de s'assurer qu'il n'y a pas de fluide ni de sang qui s'accumule. Le drain est normalement retiré de 1 à 3 jours suivant l'opération. Après la chirurgie, un cathéter ou tube placé dans votre vessie fera la connexion entre l'urètre et la vessie pendant la guérison. Ce cathéter reste en place normalement pendant quelques jours ou quelques semaines suivant la chirurgie. Cela dépend de la qualité de connexion, de la préférence du chirurgien et du moment où la quantité d'urine drainée diminue. Le personnel hospitalier vous donnera les consignes à suivre concernant l'entretien du cathéter à la maison. Les petites incisions sont refermées avec des points de suture ou des agrafes, selon la préférence de votre médecin. La plupart des points de suture vont se dissoudre et n'auront pas besoin d'être enlevés. D'autres types de points de suture ou de petites agrafes peuvent avoir besoin d'être retirés par le médecin dans les 7 à 10 jours suivant la chirurgie. La plupart des hommes peuvent sortir du lit le lendemain de la chirurgie et commencer à marcher. Cela aide à prévenir les caillots et autres complications possibles. La plupart des hommes obtiennent leur congé de l'hôpital lorsqu'ils sont capables de marcher, de manger ou de boire et que la douleur est bien contrôlée avec des analgésiques oraux. Il est conseillé d'éviter toute activité intense pour quelques semaines suivant la chirurgie, comme prescrit par votre médecin. Pour la plupart des patients, la prostatectomie radicale laparoscopique robotisée offre plusieurs avantages potentiels par rapport à la prostatectomie radicale rétropubienne, y compris de plus petites incisions, une perte de sang moins importante, moins de transfusions nécessaires, un temps de rétablissement et un séjour à l'hôpital plus court, ainsi que moins de douleurs et une moins grande prise d'analgésiques.
Il y a aussi certains désavantages potentiels à la prostatectomie radicale laparoscopique robotisée. En général, l'intervention est plus longue qu'avec une prostatectomie radicale rétropubienne, et le patient a la tête positionnée vers le bas pour une période de temps prolongée, ce qui peut être un problème pour certains patients. L'intervention nécessite un équipement coûteux et une expertise technique qui ne sont pas universellement disponibles, et de rares défis techniques peuvent survenir. Finalement, l'intervention comporte certains autres risques uniques qui seront abordés plus tard dans cette présentation. Il est important de comprendre, mais pas de surestimer l'impact du robot dans le déroulement de ces procédures complexes. La prostatectomie radicale laparoscopique robotisée augmente les capacités à bien voir et permet d'effectuer des mouvements plus complexes à la suite de petites incisions. Cependant, le système ne peut pas être programmé pour faire l'intervention seul et ne peut prendre les décisions pour le chirurgien. Ce sont donc les aptitudes du chirurgien qui déterminent le résultat de l'intervention. Un autre point important à ne pas négliger est que malgré que ce soit une chirurgie minimalement invasive, il s'agit tout de même d'une opération importante qui nécessite un certain temps de rétablissement et qui peut être associée à certaines complications dans certains cas. Entre bonnes mains, cette chirurgie semble entraîner des résultats similaires aux autres types de prostatectomie radicale pour le contrôle du cancer et des résultats fonctionnels, fonction érectile, contrôle urinaire. Les perspectives pour les personnes atteintes de cancer, telles que la marge de manœuvre et le taux de survie, dépendent de divers facteurs, surtout du stade de la tumeur, ainsi que des aptitudes et de l'expérience du chirurgien. Malgré les plus grandes précautions prises par votre chirurgien et l'équipe médicale, des complications peuvent survenir pendant et après n'importe quelle chirurgie, et la prostatectomie radicale laparoscopique robotisée ne fait pas exception. Les prochaines diapositives passeront en revue de manière détaillée ces risques potentiels. Ces renseignements n'ont pas pour but de vous effrayer, mais simplement d'assurer que vous êtes bien informés. La réalité est que la plupart des hommes tolèrent très bien la prostatectomie radicale laparoscopique robotisée. En général, moins de 10% des hommes expérimenteront une complication pendant ou après l'intervention chirurgicale, et dans la plupart des cas, les complications qui surviennent sont mineures. Les statistiques proviennent d'un examen exhaustif de la littérature et ont tendance à être des estimations prudentes. Votre chirurgien pourra vous indiquer ses propres pourcentages. Le risque de décès par saignement, infarctus du myocarde ou insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral, caillots dans les poumons, pneumonie et autres facteurs demeure très bas et serait considéré comme extrêmement rare. Le saignement abondant est un risque lors de n'importe quelle chirurgie. Toutefois, la prostatectomie radicale laparoscopique robotisée réduit le saignement. La perte sanguine moyenne est inférieure à 500 ml et est normalement inférieure à 100 à 300 ml, une quantité moins importante que celle qui a lieu lors d'une prostatectomie radicale rétropubienne. Les transfusions sanguines sont requises chez moins de 1 à 3% des hommes ayant subi une prostatectomie radicale laparoscopique robotisée. Dans beaucoup d'établissements, les transfusions sanguines sont très peu communes. Dans la salle d'opération, quelques complications potentielles peuvent survenir et sont spécifiques à la prostatectomie radicale laparoscopique robotisée ou non. Dans le cas de complications comme une hémorragie, une défaillance de l'équipement ou une grande difficulté à procéder à l'intervention chirurgicale, la chirurgie d'origine peut devoir être substituée par la prostatectomie radicale rétropubienne. Cela peut se produire d'environ 1,5% des cas, allant de 0 à 1,1% selon les différents rapports. Une autre complication particulière qui se produit rarement est la suivante. Des dommages à la vessie ou aux autres structures lors du positionnement des trocars, qui sont utilisés pour placer les canules ou gaines à travers lesquelles les instruments robotisés sont placés. Cela survient dans moins de la moitié d'1% des cas. Les autres complications rares qui peuvent se produire dans la salle d'opération sont énumérées ci-dessous. Les lésions rectales peuvent survenir lors du processus de la séparation de la prostate du rectum. Cette complication a plus de chances de se produire lorsqu'il y a eu radiothérapie auparavant ou qu'il y a déjà eu une intervention chirurgicale à la prostate ou au rectum. Cette complication a plus de chances de se produire lorsqu'il y a eu de la radiothérapie auparavant ou qu'il y a déjà eu une intervention chirurgicale à la prostate ou au rectum. Les lésions rectales sont les lésions les plus couramment réparées lors de l'intervention chirurgicale sans qu'il y ait de conséquences par la suite. Le risque de causer des dommages aux tubes qui drainent l'urine des reins jusqu'à la vessie, nommés les urètres, est vraiment faible, moins d'1,5%.
et a plus de chances de survenir en présence de tumeurs au stade avancé. Un nerf dans le bassin, appelé nerf obturateur, peut, dans de rares cas, être endommagé lors du curage ganglionnaire. L'anesthésie moderne est devenue très sécuritaire et devrait être abordée plus en détail avec votre anesthésiste. Toutefois, les complications aux poumons et au cœur sont rarement le résultat d'une anesthésie générale, alors que les céphalées peuvent être une rare complication d'une rachianesthésie. D'autres complications potentielles peuvent survenir dans les premiers jours suivant l'intervention chirurgicale. Des problèmes cardiaques, comme un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque ou un changement dans le rythme des battements cardiaques sont peu communs à la suite d'une prostatectomie radicale, mais se produisent à l'occasion. Plus particulièrement, le risque d'infarctus du myocarde est d'environ 0,5% ou moins. Les problèmes pulmonaires peuvent également survenir en de rares occasions, puisqu'il est fréquent que les poumons s'affaissent partiellement après une anesthésie générale. Cet affaissement est appelé atélectasie. Pour cette raison, on vous encouragera à faire des exercices de respiration après la chirurgie. Les pneumonies sont une complication peu commune de la prostatectomie radicale. Les saignements continus ou tardifs sont une complication rare et peuvent nécessiter une autre intervention chirurgicale. Il importe de noter que les caillots dans les jambes, appelés thrombose veineuse profonde ou TVP, ou dans les poumons, appelés embolie pulmonaire ou EP, peuvent être engendrés par une mauvaise circulation sanguine pendant et après l'intervention chirurgicale alors que le patient est immobile. Cette complication potentiellement fatale peut se manifester avec n'importe quelle intervention chirurgicale, et des mesures telles que l'utilisation de dispositifs de compression spéciaux sur les jambes, de la médication afin de prévenir les caillots et la mobilisation précoce sont prises afin de la prévenir. Ce problème peut se manifester lors du séjour à l'hôpital ou, rarement, après le congé de l'hôpital. Suivant la prostatectomie radicale laparoscopique robotisée, le risque de TVP est d'environ 0,5% et celui d'embolie pulmonaire est de 0,2%. Les infections de la vessie, de la plaie, de l'abdomen, des intestins ou des sites des lignes intraveineuses peuvent survenir dans 1% des cas. Le drainage prolongé de l'urine par le drain peut survenir dans 1 à 10% des prostatectomies radicales. Elles sont causées par une ouverture constante au site de connexion entre la vessie et l'urètre qui permet à l'urine de s'évacuer. Ce problème disparaît normalement au fil du temps et ne nécessite que très rarement une autre intervention chirurgicale. Toutefois, il peut nécessiter que le drain et le cathéter restent en place pour une plus longue période. Le lent rétablissement des fonctions intestinales survient occasionnellement après une prostatectomie radicale, et cela pourrait prolonger légèrement votre séjour à l'hôpital jusqu'à ce que les fonctions intestinales reviennent à la normale. L'inflammation des organes génitaux ou des membres inférieurs peut se manifester après la chirurgie, et cela est normalement causé par la rétention de dioxyde de carbone qui est utilisé pour créer de l'espace pour la chirurgie ou pour obstruer temporairement le drainage lymphatique, possiblement aggravé par l'excès de soluté intraveineux et par une mobilisation restreinte. L'inflammation inopinée des jambes peut être causée par un caillot sanguin, comme expliqué précédemment, et cela requiert un examen et un traitement urgent. Les problèmes de cathéter peuvent être inquiétants lorsqu'ils surviennent tôt après la chirurgie, particulièrement si le cathéter est obstrué, qu'il tombe soudainement ou qu'il est retiré trop tôt. Si le cathéter arrête de se drainer, il peut nécessiter une irrigation. Contactez votre clinique médicale si vous éprouvez n'importe quel problème important avec votre cathéter une fois de retour à la maison. Si un curage ganglionnaire a été effectué, du liquide lymphatique peut s'accumuler dans le bassin et former ce que l'on appelle un lymphocèle. Ceci se produit d'environ 0,1 à 5% des cas et peut nécessiter l'installation d'un drain ou, rarement, une intervention chirurgicale. De la même façon, si l'urine fuit autour de l'anastomose, endroit où l'urètre et la vessie sont rattachés, elle peut aussi s'accumuler dans le bassin, formant une poche d'urine appelée urinome. Finalement, les problèmes avec les incisions, comme une infection, une déchirure ou une herniation, peuvent se produire d'environ 1% des cas. L'important sujet qu'est le dysfonctionnement érectile et sa relation avec tous les traitements du cancer de la prostate sont abordés en détail dans un module séparé. Quelques points clés sont abordés ici. La probabilité de dysfonctionnement érectile après une prostatectomie radicale est difficile à prédire pour chaque personne et dépend d'un nombre de facteurs différents, surtout de l'âge, de la qualité des érections avant la chirurgie et de la préservation des nerfs,
En tenant compte de ce grand degré de variabilité, les chances de maintenir une érection après la chirurgie varient entre 14 et 97%. La plupart des hommes auront besoin de l'utilisation de médicaments appelés inhibiteurs de phosphodiestérase, comme Cialis, Levitra ou Viagra, pour les aider avec leurs érections après la prostatectomie radicale. Avec la chirurgie de préservation des nerfs, la fonction érectile reviendra normalement entre 10 à 18 mois après la chirurgie, même avant pour certains et plus tard pour d'autres. Certains rapports ont même démontré que certains hommes ont constaté un retour de leur fonction érectile jusqu'à 4 ans après la chirurgie. Plusieurs bons traitements sont maintenant offerts pour aider à la fonction érectile et bon nombre de médecins vont recommander de commencer le traitement tôt lors du rétablissement du fonctionnement des nerfs. L'utilisation de médicaments administrés par voie orale ou par injection rapidement après la chirurgie peuvent aider à accélérer le retour de la fonction érectile après la chirurgie, même si cela reste obscur. Cela est abordé plus en détail dans un module séparé. Effectuer des changements de vie, comme arrêter de fumer, perdre du poids, avoir une saine alimentation et faire de l'exercice régulièrement, peut aussi aider à maximiser la fonction érectile. Les hommes ont 2 niveaux de contrôle urinaire. Un soi-disant sphincter interne, ou valve, et 2, un sphincter externe, qui est celui que nous pouvons serrer pour arrêter le débit urinaire. La prostatectomie radicale retire le sphincter interne, de sorte que l'homme doit se fier à son sphincter externe pour le contrôle de la vessie. Puisque la prostatectomie radicale peut aussi affaiblir la fonction du sphincter externe, la perte du contrôle de la vessie, appelée incontinence à l'effort, peut se produire. Le sujet du contrôle urinaire après une chirurgie de la prostate est aussi abordé plus en détail dans un autre module. Lors du retrait du cathéter, les fuites sont normales. Toutefois, la plupart des hommes retrouvent un bon contrôle rapidement. Le regain du contrôle total peut prendre entre 1 et 2 ans, le plus souvent entre 3 et 6 mois. On pense que les exercices du muscle du plancher pelvien, exercices de Kegel, peuvent accélérer le rétablissement. En général, entre 5 et 15% des hommes peuvent continuer à utiliser des serviettes sanitaires comme protection contre les fuites après la chirurgie. Dans les rares cas de fuites abondantes, de bons traitements sont offerts. La dernière complication tardive à être abordée est celle du tissu cicatriciel au col vésical, appelée contracture du col vésical, qui se produit rarement après une prostatectomie radicale laparoscopique robotisée. Ceci peut provoquer une diminution du débit urinaire, une difficulté à vider la vessie ou l'incontinence. Cela est normalement traité par une simple intervention en clinique externe afin de couper ou de dilater le tissu cicatriciel. Il est important de consulter votre médecin si l'un des symptômes suivants survient après la chirurgie: fièvre, nausées, vomissements, douleurs incontrôlables, toux, essoufflement, édème, sensibilité dans les jambes, douleur à la poitrine, problème avec le cathéter, difficulté à faire sortir l'urine et si l'incision devient rouge, sensible ou enflée. En résumé, le cancer de la prostate est une affection courante puisqu'elle atteint un nombre considérable d'hommes au cours de leur vie. Toutefois, de nombreuses approches de traitement sont offertes pour aider à contrôler la maladie. La prostatectomie radicale laparoscopique robotisée est l'une de ces approches, comme abordé dans ce module, et elle consiste en l'ablation complète de la prostate et des tissus avoisinants, y compris des vésicules séminales et des canaux éjaculateurs. Même si cette procédure a le potentiel de guérir le cancer de la prostate, elle est considérée comme une opération majeure et il y a des complications et des risques importants à comprendre. En général, la prostatectomie radicale laparoscopique robotisée est une chirurgie sécuritaire associée à un taux élevé de satisfaction. Merci d'avoir pris connaissance de ce programme éducatif.